Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce principal rendez-vous informatif sur Bénin Business 24. Les kystes aux ovaires ou ovaires polykystiques sont un trouble fréquent chez les femmes. L'un des syndromes principaux est la faiblesse ou l'absence totale d'ovulation. Quel est le traitement? Élément de réponse dans ce journal. Les produits capillaires chimiques utilisés pour l'entretien des cheveux seraient nuisibles au cuir chevelu. Ils provoqueraient des réactions allergiques. Et on parle dans cette édition de l'abattage des cocotiers. De nombreuses personnes s'y adonnent à cœur joie, ignorant que cela crée d'énormes conséquences sur l'environnement. Le syndrome des ovaires polykystiques est un trouble fréquent chez les femmes et est même devenu la première cause d'infertilité féminine. Aussi appelée dystrophie ovarienne, et bien cette maladie hormonale est fréquente notamment chez les femmes en âge de procréer. À ce jour, il n'existe pas de traitement spécifique, mais les recherches en cours pourraient changer la donne. Amandine Anyamboso. Pathologie endocrinienne la plus fréquente chez la femme, le syndrome des ovaires polykystiques touche les femmes de 15 à 40 ans et il constitue la principale cause des troubles de la fertilité. Le syndrome des ovaires micropolykystiques est un dysfonctionnement hormonal qui intéresse tout l'organisme et qui peut avoir des manifestations sur le plan gynécologique, essentiellement déjà des règles qui vont être irrégulières et une élévation du taux de testostérone des hormones mâles, en fait d'androgènes dans l'organisme, et l'apparition à l'échographie sur des ovaires de petits sacs liquidiens qu'on appelle des microkystes en nombre important. L'origine du syndrome des ovaires polykystiques n'est pas encore bien connue, mais les symptômes varient d'une femme à une autre. Ce qui va amener les femmes en consultation le plus souvent, ce sont des règles irrégulières et souvent une difficulté à tomber enceinte. Pourquoi les règles vont être irrégulières? C'est parce qu'en fait, il n'y aura pas d'ovulation. Et quand il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de corps jaune. Le corps jaune sécrète une hormone qu'on appelle la progestérone. Et c'est la chute du taux de progestérone qui déclenche l'apparition des règles. Vu qu'il n'y a pas eu d'ovulation, on n'aura pas de taux de progestérone élevé, donc les règles ne vont pas venir à temps, elles vont venir très tard, selon la profondeur du déséquilibre. 35 jours pour certaines, 40, 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois pour d'autres. Donc, c'est ce qui fait qu'on a ces règles en fait qui sont irrégulières. On sait que le surpoids a tendance à être aussi responsable. Le syndrome des ovaires polykystiques persiste toute la vie. Heureusement, des traitements existent pour accompagner les désirs de grossesse. S'il y a un désir de grossesse, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà la maladie des ovaires micropolykystiques, elle va entraîner des règles irrégulières, mais surtout des troubles de l'ovulation. C'est des femmes qui vont voir leurs règles, mais qui ne vont pas forcément ovuler ou qui vont ovuler une fois sur 3 ou une fois sur 4. Donc une difficulté à tomber enceinte. Par rapport à ça, aujourd'hui, on a des médicaments, des molécules qui permettent de stimuler l'ovulation. Et en général, ça marche assez bien, à part quelques-unes qui vont peut-être devoir aller jusqu'à la fécondation in vitro. En dehors du désir de grossesse, on n'arriverait pas vraiment à traiter la maladie vu qu'on ne maîtrise pas sa cause. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre des traitements hormonaux pour pouvoir régulariser les règles. Mais en général, dès qu'on les arrête des mois après, le déséquilibre se réinstalle. Il est également prouvé qu'un amaigrissement d'au moins 5% améliore les symptômes et favorise le rétablissement d'une ovulation. Nous restons avec les femmes tout en changeant de volet. Si vous êtes une femme financièrement indépendante, alors il est clair que vous allez adorer vous faire belle. Malheureusement, de nombreuses femmes dans cette quête ont recours aux produits chimiques pour se coiffer. Elles ignorent ainsi les conséquences que ces produits pourraient entraîner sur le cuir chevelu et pas ricocher sur leur santé. Suivez ce reportage. Les cheveux sont divers et variés. Tout comme la peau, ils nécessitent un grand soin. Mais pour ce faire, tous les produits ne sont pas adaptés. Ils varient d'un type de cheveux à un autre. Les cheveux n'ont pas les mêmes qualités.
Il y en a des cheveux crépus, des cheveux normaux, des cheveux fins. Il y a des cheveux touffus aussi. Ce n'est pas tous les produits qu'on utilise pour les cheveux. Parfois, des produits pour les cuirs chevelus sont à part. Des produits pour les cheveux aussi sont à part. Parce qu'il y a des produits, quand tu mets, ça enlève les cheveux. En effet, beaucoup d'ingrédients utilisés dans les produits capillaires chimiques sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques plus ou moins graves. Leur utilisation répétée peut donc intoxiquer le cheveu, le rendant terne, poisseux ou cassant. J'avais beaucoup de cheveux sur la tête. Quand je mettais les produits, ça donne de l'effet, mais je ne supportais pas à cause des douleurs, ça brûle. J'ai souvent les maux de tête. Et au niveau des yeux aussi, des brûlures. Des fois, ça fait des plaies sur la tête. Et ça fait que nos cheveux aussi ne sont plus trop durs, quoi. Et ça se casse. Ça se casse trop vite aussi. Ça ne résiste plus comme si c'est naturel. Il y a des risques et on constate ça dans la population. La perte des cheveux au niveau des femmes. On constate que leur front à la longue, les cheveux disparaissent au niveau de leur front et il y a des cassures des cheveux et la beauté commence à s'effriter. Face à ces effets secondaires, le choix des produits capillaires dans l'entretien des cheveux devient capital. Quand ce n'est pas conseillé par un dermatologue ou par une esthéticienne et que c'est des produits qui viennent du marché, il y a certains qui nuisent gravement à la santé. Les produits capillaires chimiques apparaissent alors comme un cocktail explosif d'ingrédients toxiques. Les spécialistes préconisent des rituels de soins à base de produits 100% naturels. Ce que je peux dire aux clientes, c'est surtout aux dames, c'est qu'elles peuvent prendre soin d'elles tout en étant naturelles, en utilisant des produits naturels. Il faut rester naturel. Et si un homme ne peut pas t'apprécier tel que tu es, ça veut dire qu'il ne te mérite pas. Et il faut apprendre à s'aimer avant que l'autre ne puisse nous aimer. Si prendre soin de ses cheveux et de son cuir chevelure est aussi important que prendre soin de sa santé, éviter autant que possible les produits capillaires chimiques dans l'entretien des cheveux serait le gage d'une chevelure qui respire la beauté et la santé. Le savez-vous, madame, monsieur, il n'est plus question d'abattre les cocotiers au Bénin sans autorisation. Cette décision qui vise à régénérer le couvert végétal est motivée par le constat selon lequel l'on assiste de plus en plus à des abattages anarchiques de cocotiers. De quoi retourne cette interdiction? Romain Dekadjevi, journaliste spécialiste des questions environnementales, nous en parle. Il y a plusieurs lois qui protègent les cocotiers étant déjà des espèces végétales et donc classées, disons, au rang des espèces protégées par la convention de l'IUCN, une convention que le Bénin a ratifiée. Quand on prend aussi la convention sur la diversité biologique, le Bénin a ratifié cette convention-là. Il y a aussi la récente décision issue du Conseil des ministres du 12 décembre 2018, à l'issue de laquelle le gouvernement a interdit, bien entendu, la coupure anarchique quand même de ce type d'espèces sur toute l'étendue du territoire national. Donc l'un dans l'autre, on peut dire que le Bénin ne manque quand même pas d'arsenal juridique pour traiter quand même de la réglementation ou de la régulation et de la gestion des Coconucifera qu'on appelle couramment les cocotiers. Les avantages sont multiples. D'abord, au plan environnemental, ce sont des espèces qui luttent contre l'érosion côtière. C'est des espèces qui résistent au vent, quelle que soit la nature du vent, parce que ces racines s'enchâssent très souvent dans la terre ou l'espace qui l'accueille. Et ça, c'est l'un quand même de ses bénéfices. La noix de coco aujourd'hui est très prisée des Béninois et donc de ce pas, elle est très réclamée, que ça soit au niveau de la pulpe, que ça soit au niveau même disons, de l'enveloppe qui peut être utilisée aujourd'hui même dans l'agriculture biologique. Il y a plusieurs utilisations qu'on peut faire. Aucun objet
du cocotier neigeté. Et donc, c'est une plante qui est fortement recommandée et son besoin est vraiment exprimé dans le rang des populations. Je vous propose à présent quelques informations en bref, en interactualité, en son et en images, présentées par Patrick Adiaboudjou. Les acteurs du secteur aérien craignent l'arrivée de la 5G. L'Agence américaine de l'aviation s'inquiète aussi des éventuels problèmes d'interférence entre les appareils qui mesurent l'altitude dans les avions et les nouvelles bandes de fréquences pour le réseau 5G que les opérateurs téléphoniques doivent déployer dès 2022. Raison évoquée, la fréquence d'émission des radioaltimètres s'étend entre 4,2 et 4,5 GHz, tandis que celle de la 5G se situe aux alentours de 3,5 GHz. Cette proximité inquiète car elle pourrait provoquer des retards, notamment sur des vols ayant lieu lors de tempêtes et de forts brouillards, chose fréquente aux États-Unis. En France, la Direction générale de l'aviation civile craint également les mêmes effets et recommande notamment l'extinction systématique des appareils dotés de la 5G à bord des avions et de tout appareil volant. L'Organisation mondiale de la santé prend date. L'année 2022 doit être celle où nous mettrons fin à la pandémie de Covid-19, a déclaré lundi 20 décembre 2021 le directeur général de l'OMS, appelant ainsi les dirigeants à travailler de concert pour réduire les inégalités vaccinales. S'exprimant lors d'une conférence de presse à l'ONU, à Genève en Suisse, le directeur général de l'OMS a recommandé aux familles et aux personnes qui souhaitent passer du temps ensemble pendant les fêtes de fin d'année d'y réfléchir pas deux fois. Un événement annulé vaut mieux qu'une vie de moins, rappelle l'homme fort de l'OMS. Et puis enfin, il était prévu pour s'ouvrir le 17 janvier 2022 en Suisse, mais reporté depuis quelques jours au début de l'été 2022. Le Forum économique mondial de Davos est considéré comme l'ultime lieu de rencontre entre milieux d'affaires et responsables politiques ou de la société civile. Les présidents et chefs de gouvernement s'y bousculent afin de tisser des relations d'affaires avec d'autres grands patrons d'entreprises au plan mondial, ainsi qu'avec de nombreuses stars. Le report de ce grand rendez-vous économique mondial entre secteur privé et public est justifié par la propagation du variant Omicron. Le Forum économique de Davos se tiendra finalement au début de l'été 2022. Et nous restons hors du Bénin. Pour vous amener et pour vous donner de l'eau à la bouche, eh bien, je vous amène au Sénégal où le thiéboudienne, un plat national composé de riz et de poisson, est inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Pour l'occasion, Eliman Dao, correspondant de France 24 sur place, s'est rendu à Saint-Louis, au nord du Sénégal, berceau du plat, à la recherche de son secret. C'est dans cette petite épicerie du quartier de Bango à Saint-Louis que Fatou Kiné a l'habitude de faire son marché. Et pour préparer un bon thiéboudienne, cette mère de famille mise sur des légumes frais, choux, carottes, navets, tomates, mais surtout... Ce poisson a été pêché à l'instant, c'est un mulet. Il est idéal pour le riz au poisson. Fatou Kiné a laissé mijoter son thiéboudienne pas moins de 2 heures. Pour l'assaisonnement, une sauce tomate épicée pour donner un goût encore plus particulier au plat. Cette mère de 3 enfants a appris à préparer ce plat à l'âge de 12 ans. Le thiéboudienne est un plat spécial pour moi. C'est celui que j'offre à mes plus grands invités. Je le prépare toujours avec un grand enthousiasme. Le thiéboudienne se mange au Sénégal en famille autour d'un grand plat, à la cuillère ou à la main. L'inscription du plat national au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO est accueillie ici avec une très grande fierté. C'est une très bonne nouvelle. J'en suis ravi. Mais je m'y attendais un peu, car la façon dont on prépare le riz au Sénégal est unique au monde. À Saint-Louis, la consécration du riz au poisson est perçue comme un tremplin pour la relance du tourisme local, miné
par le Covid-19. Le thieboudiène est aujourd'hui devenu un produit touristique. Et ça nous permet de renforcer et de promouvoir la destination du Sénégal. On va travailler avec les acteurs culturels, le cinéma, le théâtre, la musique, etc. pour faire un ensemble d'œuvres qui vont contribuer à la promotion de ce plat. Après le thieboudiène, le Sénégal étudie la possibilité d'inscrire à l'UNESCO d'autres éléments de son patrimoine, parmi lesquels des danses, styles de musique et sports traditionnels. C'est sur cet élément que se referme ce journal, disponible en replay sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.